Barak Nafo, bonsoir. Bonsoir Pascal. Et merci, vous êtes secrétaire général de Reconquête et vous êtes évidemment une figure marquante de Reconquête. Il y a un paradoxe pour Reconquête. Lorsque je lis le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, je me dis que finalement, il pourrait être à Reconquête. C'est-à-dire que l'immigration n'est pas une chance, dit-il, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. Il dit également, je pense qu'une société multiculturelle comporte des risques de devenir une société multiraciste. Et le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que Reconquête a sans doute, et Éric Zemmour, disons-le, influencé le débat de la société française, et nul ne peut le nier. Et en même temps, Reconquête aujourd'hui est face à un mur parce que le vote utile est un laminoir, parce que faut choisir. Et que entre le Rassemblement national, Reconquête et les LR, les gens vont à celui qui est sans doute le plus capable de gagner, pour faire simple. Donc comment sortir de ce paradoxe ? La première des choses, c'est de le voir par étapes. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la victoire politique est toujours précédée par une victoire culturelle. C'est ce que la gauche a parfaitement compris. Elle qui a d'abord infusé les esprits, qui a d'abord conquis l'université, les médias, les radios, etc. et qui ensuite a pris le pouvoir avec l'arrivée de François Mitterrand. Ça faisait 20 ans qu'elle préparait son arrivée au pouvoir. Nous, ça a mis moins de temps, sauf si on considère les débuts de la carrière d'Éric Zemmour il y a 30 ans, qui en effet a réussi à infuser. D'ailleurs, ça fait plaisir de l'entendre redire, je l'entends de plus en plus. À chaque fois que quelqu'un prend la parole, on se rappelle qu'en effet, ces thèmes ont d'abord été portés par lui il y a 30 ans. Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils étaient portés aussi avant par le RPR, qui les avait délaissés. Alors tout dépend. C'est-à-dire que quand on voit les assises de Villepinte, dont je parle très souvent... Alors tout dépend, si vous voulez. Ça dépend on était sur ces thèmes-là à droite. Si vous parlez uniquement de l'immigration, une certaine droite en avait déjà parlé. Mais si vous prenez aujourd'hui, c'est un sujet, l'état de droit. En 1997, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « Le coup d'état des juges ». Cet homme, c'est Éric Zemmour. Si vous prenez la déconstruction de l'homme et de la femme, un homme écrit un livre en 2008, « Le premier sexe », Éric Zemmour. Sur plein d'autres sujets que sur le seul sujet migratoire, il a écrit bien avant tous les autres. Et aujourd'hui, c'est des sujets qui apparaissent évidents, qui font l'actualité tous les jours. Et je remarque que de plus en plus de gens reconnaissent à quel point il a eu un impact. Moi, je vois ça comme une étape. C'est très bien d'être une sorte de think tank de la droite et c'est déjà, à mon avis, une très belle victoire, une très belle fierté. Je pense qu'aucun autre parti peut en dire autant. Quel autre parti a eu un tel impact sur les idées ? J'en connais pas beaucoup. Je rappelle qu'on a 2 ans d'existence, mais je le vois comme une étape. C'est-à-dire que c'est très bien d'emporter la bataille des idées, c'est très bien de voir nos idées infusées, de voir parfois même nos mots qui sont repris. Mais Reconquête est seule, il n'y a pas d'alliance possible, personne ne veut travailler avec vous. Et... Maintenant, on veut des actes. Vous disiez Bruno Retailleau aurait pu être chez Reconquête, il aurait pu, c'est vrai. Cette phrase-là, pas lui d'ailleurs, cette phrase-là, je ne sais pas s'il doit être content si se dit, mais cette phrase-là. Hier, voilà. Ça aurait pu être un discours porté par Reconquête, mais il a une chance qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est que lui est au pouvoir. Je l'envie pour ça. Lui, il est au pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, il peut agir. Ce que je remarque, c'est que ce qu'il a dit hier a suscité un immense engouement à droite. Et je trouve que ça en dit long. Ça en dit long parce que ce qu'il a dit hier, il n'a même pas encore déplacé une virgule, il n'a même pas encore pris une seule décision, mais il nous a rendus heureux. Pourquoi ? C'est dire à quel point les gens sont malheureux de se voir mentir toute la journée. À quel point on se sent torturé quand on a des gens qui nous gouvernent et qui ne nous disent pas la vérité. Hier, le ministre de l'Intérieur a dit tout simplement ce que tous les Français voient, ce que tous les Français ressentent, ce que tous les Français ont compris depuis 10 ans et on est heureux. On se dit sans doute pas tous, parce que ceux du nouveau Front Populaire, ils ne pensent pas ça. 80% des Français pensent ça sur tous les sujets. On peut les prendre, le regroupement familial, est-ce que le multiculturalisme est une chance ? 80% des Français, à chaque fois, sont d'accord sur ça. Et là, on se dit parfois, il faut être fou pour ne pas voir ça. Là, on est content, on se dit peut-être que l'homme qui est à Place Beauvau n'est pas fou. Bon. C'est tant mieux. Maintenant, autre question que je voulais vous poser, après je donnerai évidemment la parole à mes petits camarades qui ont plein de questions à vous poser, c'est l'Algérie qui a annoncé qu'elle portait plainte contre vous pour diffusion de fake news et un tweet sans doute est peut-être à l'origine de cela. Vous aviez écrit « Nous donnons 800 millions d'euros à l'Algérie et même 120 millions d'euros d'aide au développement à la Chine. La première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Pendant ce temps-là, en France, on fait des appels aux dons pour financer nos hôpitaux. » Et visiblement, nous donnons 800 millions. Alors, c'était par an ou c'est depuis... Alors, en fait, je me suis trompée. C'était pas 800 millions, c'était 842 millions. Oui, donc, mais c'est sur une longue période. C'est pas chaque année. J'ai pris le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça, faut le dire sur 5 ans. Alors, je le dis. D'ailleurs, je l'ai dit. Ils ont porté plainte sur le tweet où je le précise. Et pourquoi et vous faites la une des journaux en Algérie, je crois. Ouais, ça fait un peu peur d'entendre son nom dans des JT algériens. Ils ont l'air très, très hargneux contre moi. On se pose une question, c'est qu'ont-ils à cacher ? Pourquoi ça les énerve tant que ça, que je dévoile un chiffre qui est public ? Vous allez sur le site du gouvernement, le site de l'Agence française de développement, c'est un site gouvernemental, je n'ai pas inventé ces chiffres, je n'aurais pas la capacité de les inventer.
Et ils portent plainte contre ça. Donc on se demande ce qu'ils ont à cacher. Moi, ce que je pense, c'est que c'est de l'intimidation. Je pense que l'Algérie veut intimider les gens qui parlent des privilèges exorbitants qu'ils ont en France. Parce que maintenant, ça me donne envie de creuser. Parce que je ne vais pas me laisser intimider. Et quand on creuse la liste de ce qu'on donne à l'Algérie, on va établir la facture, on va s'amuser. Puisque manifestement, ils ont quelque chose à cacher, je vais aller creuser. Et creuser dans ce que l'Union européenne leur donne, et creuser dans ce qu'il nous coûte avec le nombre de visas qu'on leur donne, ce qu'il nous coûte à l'AP-HP avec le nombre de ressortissants des élites algériennes qui viennent se faire soigner chez nous, et qui parfois d'ailleurs ne payent même pas, qui repartent sans payer. Le nombre des OQTF. On va apporter des preuves forcément à tout ça. Et je vais le faire. Et ce procès, on sera l'occasion, et je suis fière d'avoir de très bons avocats à mes côtés. Bon, sur Reconquête, qui veut prendre la parole, peut-être pour interroger Sarah Knafo, Sabrina Madjaber qui est... Alors, moi, ce n'est pas une question sur votre parti politique précisément, mais lorsque j'entends Bruno Retailleau nous parler de multiculturalisme qui engendre un multiracisme, sous-entendu une multiconflictualité. C'est très bien, on sait que le multiculturalisme, c'est un heurt anthropologique entre l'individualisme sécularisé de nos démocraties occidentales versus communautarisme islamique. C'est l'égalité homme-femme versus infériorisation de la femme dans certaines cultures. C'est également le primat de l'individu au-dessus ou en dessous du clan. C'est tout un tas de logiques anthropologiques. Comment est-ce que vous feriez pour rendre implacable l'assimilation qui permet précisément l'anti-essentialisation et donc l'antiracisme? Très, très vaste question. La question est comment est-ce qu'on fait avec ceux qui sont aujourd'hui chez nous et qui en effet ne partagent pas nos valeurs. Il y a eu un grand débat qui avait été est-ce que l'islam est compatible avec la France? Est-ce que l'islam est compatible avec ce que nous sommes? Je pense que vous venez de répondre par la négative en nous prouvant tout ce qui nous différencie effectivement de la culture islamique. La première des choses, Sonia Mabrouk l'a redit récemment, Éric Zemmour le dit depuis longtemps, c'est évidemment le nombre. On ne peut pas assimiler tout un peuple. Et quand on voit que chaque année, on accueille encore aujourd'hui, alors qu'on a déjà pris conscience du problème qu'on avait avec ceux qui sont déjà là, quand on voit que chaque année, on accueille 1,5 million de personnes supplémentaires, c'est-à-dire qu'en un quinquennat, on accueille la ville de Paris, on peut déjà se dire que la première étape... Ils sont d'origine multiple, qui ne sont pas forcément... En grande partie de pays musulmans. Puis si on prend la liste des pays de provenance, c'est presque plus de 70% en provenance de pays musulmans. Déjà, la première réponse, c'est arrêter d'accueillir. Ensuite, avec ceux qui sont déjà là, il ne faut pas éluder la question. Bien sûr. La première des choses, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire ce qui est possible aujourd'hui d'un point de vue sécuritaire, c'est d'empêcher ces gens de se dire qu'on peut vivre en dehors des lois de la France, parfois contre les lois de la France, parce que ça les entretient dans ce que vous appelez le communautarisme, c'est ce qui crée des enclaves étrangères sur notre territoire. Tolérance zéro d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue sécuritaire. Ensuite, à mon avis, ce qu'il faut, c'est revenir sur l'attractivité sociale de la France. Oui. On a aujourd'hui des gens qui nous détestent, qui vivent chez nous, qui aimeraient pour partie retourner vivre chez eux, mais qui ont trop à perdre à retourner chez eux. Oui, c'est juste. Il faut enlever cet élément de leur calcul. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, chez nous, vous ne gagnerez rien. Dans l'actualité, évidemment, on va parler de Philippines. Je me permets simplement, dans l'expression que vous avez quand vous dites « ceux qui sont chez nous », ce peuple, etc., il y a parfois quelque chose, les gens entendent quelque chose de péjoratif dans ces formulations-là. Ce sont des jeunes Français, ce sont des Français nés sur le territoire de France, et effectivement, on sent qu'il y a chez certains, et c'est ça qui est aussi compliqué, chez certains, une difficulté d'adhérer complètement au modèle occidental, pour le faire court. Vous avez entièrement raison. Le problème, c'est que ces certains sont plus que majoritaires. Quand 82% des jeunes musulmans nous disent qu'ils placent la charia au-dessus des lois de la République, il devient difficile de commencer à chercher des exceptions. Ça fait partie des choses qui nous interrogent, évidemment. Et la responsabilité aussi de la France, en l'espèce, qui a mal intégré, mal assimilé et mal travaillé, peut être posée. Premier élément, qui a trop accueilli. C'est-à-dire que même un pays qui sait assimiler, qui sait intégrer, qui a gardé une identité forte, tout ce que nous ne sommes plus, n'arriverait pas à assimiler autant de flux. Regardez les États-Unis. Un pays où l'identité est forte. Le drapeau, ça signifie encore quelque chose. L'hymne national, il y a encore des gens qui ont les larmes aux yeux quand ils chantent l'hymne national américain. Et pourtant, même eux, face à la force du nombre, n'arrivent plus à assimiler. Et c'est des grandes questions qui se posent aujourd'hui aux États-Unis. Qu'est-ce qu'être américain ? Et la question devient prégnante, alors qu'elle était évidente, parce que justement, ils ont trop accueilli. Et c'est ce qui nous arrive. Donc il ne faut pas toujours
mettre la faute sur nous et nous dire on n'a pas réussi, on est mauvais, on les a parqués, on les a ghettoisés. Tout ça, ce sont des excuses qui visent, à mon avis, encore à nous flageller. On ne pouvait pas accueillir autant de monde et penser qu'on allait les assimiler. Le drame de Philippines, avec cette jeune fille qui a été tuée la semaine dernière, je pense à Philippines, ça c'est l'ancienne victime qui a écrit ce matin, notamment à l'AFP, et qui a voulu prévenir peut-être de qui était Taao, qui était son agresseur. Je pense à Philippines et à sa famille, et je suis immensément triste. J'aimerais les réconforter, la réconforter, mais je ne fais face qu'au vide insupportable laissé par sa mort. Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive? Pourquoi n'a-t-on pas su arrêter cette escalade de la violence jusqu'au meurtre d'une jeune femme? Le dysfonctionnement de l'OQTF ne doit pas oblitérer la question primordiale de la récidive. J'ai porté plainte, tenu bon au cours des 2 années d'enquête, d'instruction, puis du procès, en me disant que ma démarche protégerait d'autres femmes. Et ça, ce sont des questions qui sont dans la société française. Gilles William Goldnadel. Oui, mais la réalité, c'est que Philippines, nous allons oublier Philippines. C'est dramatique. Nous allons l'oublier. Une autre victime, dans 15 jours ou dans 3 semaines, oubliera Philippines, fera oublier Philippines, et nous serons toujours dans le même système totalement irresponsable, où vous avez des juges qui ont la possibilité, je suis désolé de le dire, ce juge-là avait la possibilité de garder encore la main sur ce violeur patenté, et il reconnaît dans son ordonnance la dangerosité. Donc, si vous voulez, notre système doit être regardé, pardon de vous le dire, sous un angle psychiatrique. On ne peut pas comprendre notre système actuel sans comprendre justement la pathologie de la société, et notamment, pardon de vous le dire, cette préférence pour l'autre par rapport à nous-mêmes. Sarah Knafo. Ce qu'il y a de tragique, Gilles William le dit, c'est qu'on a tellement de victimes que quand on relit la liste, on se dit mais c'est atroce, on avait oublié que c'était presque les mêmes circonstances, toujours les mêmes assassins, toujours les mêmes victimes. Disons d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a un jeune homme qui s'appelle Kylian, 17 ans, qui a été assassiné par un Algérien de 24 ans en boîte de nuit. On ne peut plus avoir une vie normale, on s'imagine ça en permanence. Kylian Binard, jeune boxeur talentueux de 17 ans qui a tragiquement perdu la vie à la sortie d'une discothèque après avoir été poignardé dans la ville de Saint-Lô. Et ce qu'il y a de glaçant, c'est qu'on peut se dire, on peut affirmer que ces meurtres auraient pu être évités. Si on prend le cas de Philippines, il aurait pu être évité à toutes les étapes du processus. Ce jeune homme arrive à 17 ans par le dispositif des mineurs isolés. Il faut évidemment supprimer ce dispositif. La place d'un mineur est chez ses parents. Imaginez si vous trouvez un Français au Maroc, le premier réflexe c'est de le renvoyer à ses parents. Vous allez le garder au Maroc, retenir un mineur, c'est absurde. La place des mineurs sont chez leurs parents dans leur pays d'origine. Première chose qu'on aurait pu éviter. Il passe par l'Espagne avec un visa Schengen. Évidemment que ce n'est pas à un Marocain de pouvoir passer d'un pays à l'autre dans l'espace Schengen. Seuls des Européens doivent pouvoir traverser nos frontières. Ensuite, il est déjà accusé de viol. Il prend 5 ans alors qu'il aurait dû prendre beaucoup plus. Il prend le max, il prend 7 ans et demi quasiment, mais avec les remises de peine, il sort au bout de 5 ans. Mais effectivement, il a pris le maximum parce qu'il était mineur et il y avait l'excuse de minorité. Et j'ai entendu Marlène Schiappa nous dire qu'il aurait pu prendre plus et que c'était elle qui avait modifié la loi pour que les violeurs puissent prendre davantage. Mais lever l'excuse de minorité. Oui, on aurait pu il faut lever l'excuse de minorité. Mais à mon avis, il aurait même dû quitter le territoire immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on s'embarrasse d'un Marocain violeur chez nous ? Il est évident que sa place est dans son pays. Tout simplement parce qu'il y a un dysfonctionnement administratif qui fait qu'à la fin de son incarcération, et juste à la fin, la demande d'obligation de quitter le territoire français est émise, alors qu'on aurait pu le faire bien en amont. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc l'état de droit actuel permettrait de répondre à ce cas précis. 100% d'accord. C'est plus qu'un dysfonctionnement, c'est une faute. Quand quelqu'un passe 5 ans en prison, l'administration pénitentiaire, c'est son rôle de prévoir la sortie. Oui. Il a déjà 5 ans auparavant une interdiction de territoire français. Oui. L'administration pénitentiaire aurait dû prévoir bien en amont sa sortie et qu'il soit expulsé le lendemain. Il aurait dû sortir de prison pour monter dans l'avion. C'est une... Yohann Usaï. Oui. Pour reprendre l'expression qu'a utilisée Gilles William, qui dit la préférence des autres par rapport à nous-mêmes.
ça, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer ce pays. Et c'est un projet politique porté par l'extrême gauche. Souvenez-vous de la réaction de Sandrine Rousseau le soir de la mort tragique de cette jeune fille. Elle dit, mais bien sûr, cet homme, il est dangereux. Mais en France, il a tué une Française. Il aurait été au Maroc, il aurait tué une Marocaine. C'est pas sûr. Donc gardons-le. Ça n'est même pas sûr, parce que le regard sur certaines personnes bien ce que vous dites. Sur une femme blanche n'est pas la même que le regard sur une femme que l'on estime devoir respecter. J'entends ce que vous dites, mais une partie de la gauche considère que nous avons le devoir d'accueillir tout le monde et éventuellement de soigner tout le monde, et c'est quelque chose qui naturellement peut tuer ce pays littéralement. Et je crois qu'une partie des Français ne se rend pas compte, sincèrement, de ce qui est en train de se passer. Je crois qu'une partie des Français n'a pas conscience de ce qui se joue en ce moment dans le débat politique. Dans le débat politique, tu as raison, mais dans le plébiscite populaire, tu as tort. Il y a énormément de Français qui prennent absolument en considération tous les dangers, justement, de cette préférence étrangère exaltée par la France insoumise. Et pour terminer sur Philippines et le drame, cette séquence qui a évidemment été regardée par beaucoup de Français, cette minute perturbée. Vous avez des jeunes gens, quand même, qui ont perturbé la minute de silence. Et effectivement, c'est cette extrême gauche qui est très présente en France, dans l'espace médiatique notamment. On peut la voir, cette séquence. On a vu également des photos de Philippines enlevées dans Sciences Po par des jeunes étudiants. Et j'imagine qu'il n'y aura pas de sanctions, ce qui est parfaitement intolérable. On pourrait imaginer qu'il y ait des sanctions. C'était une jeune femme qui enlevait des photos. Mais on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure et qui est sans doute essentiel, c'est la bataille des idées. Vous parliez de François Mitterrand, de 68 à 81, qui prépare le terrain. Je ne sais pas comment vous faites, Sarah Knafo, dans la société d'aujourd'hui, dans une société médiatique qui est quasiment corsetée partout. Je parle souvent de l'ARCOM ici. Par exemple, ce soir, je vous reçois. Je n'ai pas le droit de vous recevoir régulièrement parce que vous avez un temps de parole qui est extrêmement limité. C'est vrai aussi pour Éric Zemmour. Vous avez, entre guillemets, contre vous, si j'ose dire, tout l'espace médiatique, à peu près tous les journalistes de France. Aucun ne vote pour Reconquête. Pourquoi pas, mais aucun n'a ces idées là. Tous les artistes de France. Vous avez toutes les personnalités importantes médiatiques de France, les sportifs. J'observe qu'aucun joueur de l'équipe de France n'a fait un tweet sur Philippines. Vous avez entièrement raison. Aucun joueur de l'équipe de France. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est ça l'espace médiatique. Je vous réponds. C'est-à-dire que quand Naël meurt, il y a des tweets des joueurs de l'équipe de France. Quand Philippines meurt, il n'y en a pas. Pourquoi ? Posez-vous la question simplement. Pourquoi ? Elle est essentielle, cette question. Pourquoi ? Je vous réponds sur la première partie de votre phrase. On a déjà vu dans l'histoire récente, dans l'histoire politique, des hommes, des partis qui avaient tout contre eux et qui y sont arrivés quand même. Je peux évidemment vous citer Donald Trump, je peux vous citer Giorgia Meloni, mais je vais vous citer autre chose. Il avait le Parti républicain. Je vais vous citer des gens qui avaient pire que ça devant eux. Jean-Paul II, Lech Walesa, ils ont réussi à abattre le système communiste. Ils avaient tout contre eux. Nelson Mandela. Tout le monde. On pourrait citer Nelson Mandela, on pourrait en citer des dizaines. Ils avaient tout contre eux et ils ont réussi. Pourquoi ? Il y avait un souffle, ils y croyaient, ils étaient déterminés et à la fin, ils ont réussi. Moi, je ne vais pas m'arrêter à ça. Excusez-moi, mais ce n'est pas des footballeurs qui vont me faire peur parce qu'ils n'ont pas fait 3 tweets et je vais me dire on n'y arrivera jamais parce que les footballeurs ne sont pas avec nous. Je pense qu'il faut gagner contre ceux qui n'aiment pas la France. Je m'intéresse toujours sur l'espace médiatique. Pourquoi ? Alors, j'ai quelques raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à la limite, peuvent penser comme vous ou comme d'autres, mais qui, par peur, surtout... il y a beaucoup de postures. Il faut que la peur change de camp. Il y a beaucoup de postures. On ne va pas se raconter de salade parfois sur ces sujets-là. Moi, j'ai une question un peu politicienne, mais qui est un peu le prolongement de votre question. C'est vous êtes aussi un peu isolé dans la classe politique. Tout à l'heure, Pascal a dit que personne ne voulait travailler avec vous, qu'il n'y avait pas d'alliance et tout. Et Sarah Knafo, on le sait pas beaucoup parce qu'elle est présente médiatiquement depuis peu de temps, mais avant d'être une élue et une intellectuelle, en tout cas engagée sur le débat intellectuel, c'est une stratège. C'est vous qui avez imaginé la campagne d'Éric Zemmour en 2022. Et surtout, moi, je vous connais depuis une dizaine d'années, vous êtes très doué pour faire du réseau avec beaucoup de monde, y compris dans l'écosystème à droite, etc. Et avant d'être en politique, vous connaissiez beaucoup de gens chez les Républicains, au Rassemblement National, et aujourd'hui vous êtes en politique, ces gens-là veulent plus vous parler. Ma question est simple, est-ce que, alors justement, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez un plan ? Oui, absolument, bien sûr qu'on a un plan. Déjà, dire la vérité. C'est le courage de la vérité. Je pense qu'aujourd'hui,
on en est les parfaits représentants chez Reconquête. Typiquement, quand on prenait tout à l'heure l'exemple de l'État algérien qui porte plainte contre moi. Nous, on y va. Et on est nombreux chez Reconquête à se dire on va y aller et on n'a pas peur. Le sujet de l'école, typiquement avec les parents vigilants. Chez Reconquête, on est nombreux à se dire on affronte le système de l'éducation nationale, on affronte la presse d'extrême gauche, vous avez raison, qui ne nous fait aucun cadeau pour dire soi-disant, on harcèle les enseignants alors qu'on fait que porter la parole des parents d'élèves. Bien sûr qu'on a un plan, c'est-à-dire qu'on a des actions très claires qui couvrent tous les champs qui intéressent les Français aujourd'hui. On a une attitude qui, je crois, nous distingue. Et ensuite, oui, bien sûr qu'on parle avec... C'est-à-dire qu'Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle dans 2 ans? Moi, j'espère. Mais il le veut? Il a envie? Je crois qu'il a envie, mais ce serait à lui de vous répondre sur votre plateau. Mais je crois qu'on a une chance... Mais vous qui incarnez une figure nouvelle, alors, on sait les liens qui vous unissent à Éric Zemmour, et je ne souhaite pas mettre entre vous une chamaillerie. Mais, alors ne le faites pas. Vous prenez un gros risque. Mais est-ce que, par exemple, vous qui êtes une incarnation différente, nouvelle, plus jeune, féminine, est-ce que la question peut se poser que ce soit vous, dans 2 ans, qui portiez les idées de Reconquête, peut-être plus qu'Éric Zemmour? Sincèrement, je pense qu'on n'aura pas 2 fois la chance d'élire quelqu'un comme Éric Zemmour. Tout à l'heure, j'y réfléchissais et je me disais, dans 60 ans, vous serez plus là, Pascal. Je vous le souhaite pas, mais voilà, vous serez pessimiste avec ça. C'est pas pessimiste, c'est 120 ans, on n'aura plus Gilles William, on n'aura plus Éric Zemmour, on n'aura plus Philippe de Villiers. Les grandes figures se seront éteintes. On a déjà perdu Patrick Buisson. Et je crois qu'à ce moment-là, on se dira, il y avait un homme qui avait prévu des choses bien longtemps à l'avance. La probabilité qu'Éric Zemmour soit président de la République en 2027 est légère. Vous en convenez? Vous en savez rien? Giorgia Meloni était à 2%. Oui. 4 ans plus tard, elle est devenue Premier ministre de l'Italie. Pardon, très rapidement. Éric, pour aller à l'élection présidentielle, il faut une équipe autour de soi. Il faut des cadres. Aujourd'hui, vous êtes quand même très seul, sincèrement. Non, alors ça, je vous assure que pour le coup, des cadres, des gens réfléchis, motivés, etc., Geoffroy le sait, il en connaît certains. Et puis autour de ce plateau, parfois, vous nous rencontrez. Et beaucoup vous ont quitté. Lesquels? C'est une réalité. Je précise qu'on rencontre tous les journalistes, tous les hommes politiques du pays. Bien évidemment. Parce que je peux. Oui, vous êtes aujourd'hui la seule parlementaire du Parti Reconquête depuis le départ du sénateur Ravier. Pourquoi autant de personnes sont parties? Pourquoi vous avez une difficulté à maintenir... Non mais que s'est-il passé auprès d'Éric Zemmour et de vous, pour que les gens partent ainsi. Mais vous n'êtes pas isolé sur le plan européen, puisque vous siégez dans le même groupe que l'AfD, qui vient de remporter qui a des résultats importants dans les élections régionales en Allemagne. Est-ce que vous direz que l'AfD, pour vous, est un parti d'extrême droite ou pas? Et avez-vous pu discuter avec eux concernant une affaire qui était sortie en début d'année, concernant leur projet de remigration pour 2 millions d'Allemands qu'ils souhaitaient voir partir? Il y a plein de questions. Oui. D'abord, pourquoi est-ce que des gens nous ont quittés? Malheureusement, la réponse est simple et elle ne fait pas honneur à la politique. Ce sont des gens qui nous ont rejoints quand Éric Zemmour était au second tour dans les sondages et qui sont partis quand il a baissé dans les sondages. C'est clair, c'est mathématique, ça se prouve, les événements le montrent. Voilà, c'est comme ça. Parfois, des gens qui avaient déjà trahi ailleurs. Ils pouvaient ne pas vous inspirer une confiance totale. Ça, vous l'avez dit, on aurait pu être moins naïf, mais voilà, on commençait, on a fait plein d'erreurs. Quand on a créé ce parti, moi j'avais 28 ans, on a découvert en marchant, voilà, on s'est construit de manière empirique. Je ne sais pas si c'est exactement la bonne référence. En courant, peut-être. Donc on a fait des erreurs, on a fait confiance à des gens qui nous ont trahis, c'est vrai. On le regrette, mais on a appris énormément de choses. Je pense que rares sont les gens qui ont eu un parcours initiatique en politique aussi complet et riche que ce qu'on a vécu en 2 ans. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je pense que tout le monde comprend pourquoi ils sont partis, à quel moment ils sont partis. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ensuite, pour l'AfD, non, moi je ne dirais pas extrême droite, dans le sens où c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu partout en Europe. Vous le voyez, de même qu'on ne dira pas extrême droite pour le Rassemblement national, moi je dirais jamais ça. Vous le voyez en Autriche, vous le voyez en Italie, vous le voyez en République tchèque, vous le voyez partout en Europe, vous le voyez aux États-Unis. Si on appelle tout ça extrême droite, il faut croire que la planète est peuplée d'extrémistes. Et moi, sur ce projet de remigration? Sur le projet de remigration, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il faut inverser les flux migratoires. Il faut non seulement stopper la machine infernale qui fait qu'ils arrivent chez nous, mais il va falloir aussi commencer à penser à un retour. Quand on parle des OQTF,
Il s'agit de retours massifs. On parlait de charters. J'entendais Nicolas Sarkozy ce matin qui parlait des charters. Il a 100% raison. C'est pas un extrémiste, Nicolas Sarkozy. C'est ça la remigration. C'est qu'ils repartent chez eux. Il y a immigration. Vous savez que dans la remigration, l'AfD parlait aussi de citoyens allemands d'origine étrangère. Non, mais Sarah Knafo, si vous me permettez, le problème, c'est pas tant la remigration. Le problème qu'on peut exister, c'est qu'effectivement, vous avez sur le sol de France des Français, je le répète, qui sont en rupture avec notre modèle occidental. Vous avez raison. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Alors, des Français qui sont en rupture. Parce que l'école, il faut reprendre sans doute tout à zéro à l'école, bien sûr, mais vous avez une génération, idéalement, il faudrait reprendre sans doute tout, parce qu'il y a les profs disent qu'il y a des sujets qu'on ne peut même pas aborder dans les classes. Bien sûr, la Shoah, c'est impossible. Donc c'est quand même compliqué si on ne peut pas aborder ce type de sujet. Mais comment vous faites avec ces Français, comme des Français comme vous et moi, qui n'ont pas le même attachement à notre culture ? C'est la question de fond. On en parlait tout à l'heure avec vous, madame. C'est la question de fond. Premièrement, beaucoup de ces Français ont une double nationalité. Vous savez que quand vous venez d'un pays du Maghreb, vous obtenez directement de vos parents la nationalité du pays d'origine. Vous êtes algérien par votre père. Ils n'ont pas envie de repartir Ils n'ont pas du tout envie de repartir. Malheureusement, ça ne sera plus à eux de décider. Ah, c'est intéressant. Vous les faites partir. Écoutez, quand vous avez un délinquant qui a une double nationalité, vous êtes en droit de le renvoyer dans le pays d'origine de ses parents. S'il a une double nationalité, vous savez... Son pays est la France. Quelqu'un qui est né ici, qui a la double nationalité, qui a 19 ans, vous allez le renvoyer dans un pays dans lequel il n'a jamais mis les pieds parfois. S'il a la double nationalité, bien sûr. C'est vraiment prévu dans le code pénal en plus. Mais bien sûr. Convenez que... Mais attendez, même François Hollande voulait faire ça, Pascal. Vous n'êtes pas plus à gauche que François Hollande. Ça lui arrive. Ça peut lui arriver sur des sujets de société. En tout cas, si vous me permettez, vous êtes un frondeur. Sur la majorité des gens dont je parle, évidemment, vous n'avez pas des criminels ou des délinquants. Vous avez simplement des gens qui n'adhèrent pas forcément à ce modèle. Voilà, et ils sont sans doute majoritaires. Tout à l'heure, je disais que la tolérance zéro pourrait calmer les autres. Quand vous avez un cousin à qui la France a montré qu'elle devenait intraitable, que commettre un crime, un délit sur son sol, ça voulait dire mériter l'expulsion. Croyez-moi que ça calmera les autres. Au bout d'un moment, il va falloir quand même commencer à montrer des exemples. Aujourd'hui, on leur montre que tout est permis. Ils cassent, on repaye, sans vouloir parler comme Gabriel Attal. Ils cassent tout, la politique de la ville va tout rembourser. Ils sont délinquants, les allocations sociales continuent de tomber. Ils cassent un HLM, ils ont quand même le droit à un HLM. C'est pas comme ça qu'on donnera un exemple. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Demain, donc c'est le discours de politique générale. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose de M. Barnier, notamment sur la hausse d'impôts dont on n'a pas parlé. Vous êtes plutôt très libéral. Vous êtes sans doute Reconquête, le parti le plus libéral de l'échiquier politique. J'ai ce sentiment. En tout cas, on est le parti qui propose les plus fortes baisses d'impôts. C'est l'IFRAP qui l'avait montré en étudiant notre programme. Ça, c'est une évidence. Est-ce que j'en attends quelque chose ? Oui, bien sûr. Il dirige le gouvernement de mon pays, donc j'espère que ça ira mieux. Ce que je détesterais entendre, c'est parler de hausse d'impôts. D'abord parce que je pense que ce serait une catastrophe économique, mais aussi parce que ça enverrait un signal, à mon avis, délétère, qui est on augmente les impôts parce qu'on ne veut pas toucher aux dépenses. Ça a été la recette de la gauche. Si Michel Barnier se met à utiliser les recettes des socialistes, je m'inquiéterais. Bon, et dans les dépenses publiques, vous tranchez où ? Ah bah alors, partout. Oui, mais l'essentiel, les retraites, vous n'allez pas toucher aux retraites. Je vais vous en donner plein. Avant même de toucher aux retraites et à la protection sociale des Français. 15 milliards d'euros d'aide publique au développement tous les ans. 177 millions d'euros au Sénégal. Dans le tweet que vous citiez tout à l'heure, on donne même 130 millions d'euros à la Chine. On est Crésus. On a tellement d'argent qu'il faut aller aider la première puissance économique du monde. Mais pardon, mais c'est paradoxal ce que vous dites, parce que vous ne voulez pas que les migrants d'Afrique, notamment, viennent en Europe, mais si vous ne les aidez pas à rester chez eux en développant un peu leur pays... Vous avez l'impression que notre argent les aide à rester chez eux ? 177 millions d'euros au Sénégal. Nicolas Sarkozy dit par exemple qu'il faut aller plus loin dans l'aide au développement et que c'est de cette manière-là que ces migrants resteront chez eux. Vous savez quels sont les projets les plus financés dans l'aide publique au développement ? Le premier, projet environnementaux et climatiques. Le deuxième, égalité hommes-femmes. C'est comme ça qu'on va leur permettre de rester chez eux ? En tout cas, ces sommes-là, les gros budgets, c'est quand même la retraite, la protection sociale. Et j'ai peur, moi je suis comme vous, souvent je dis faut enlever ces œuvres, faut enlever ces... Bon, mais on sait que c'est le SIG, je cite le service d'information du gouvernement, ça fait 5 ans que je le cite. Mais attendez, là je vous parle de 15 milliards d'euros. Il ne sert à rien. Comme dans OSS 117, vous savez ce que c'est ? 1 million. 15 milliards d'euros aide publique au développement. 20 milliards d'euros allocations sociales non contributives aux étrangers. 23 milliards d'euros les subventions publiques aux associations. État, collectivités territoriales. Oui, mais vous n'allez pas toutes les enlever, par exemple. Pourquoi toutes ?
Il y a des milliards à retirer. Il y a des stades de football, il y a des On n'est équipes peut-être de pas foot. obligé de subventionner la CIMAD, par exemple. Oui, non, mais je suis C'est d'accord. pas La Ligue des indispensable. Non, mais- Champions, SOS Méditerranée, la Ligue de Marseille qui vient de voter encore des centaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée, Non, qui va d'ailleurs... Sur ces exemples-là, vous avez raison. Qui va d'ailleurs... SOS Méditerranée, Pour information, les parents vigilants... Alors il faut que l'État prenne en charge le sauvetage en mer. Les parents Mais non, vigilants, SOS Méditerranée, mais évidemment que ces associations, vous le savez bien, sont des l'État- associations d'extrême gauche à qui tu donnes de l'argent l'État depuis 40 ans. doit donc Donc, prendre en main, grâce à nous. Oui. voilà. la politique publique doit donc prendre en main le sauvetage en mer. Le blocage des frontières maritimes, Mais oui, c'est une attendez, bonne idée. si. Si vous croyez que Si, les Français sont aussi solidaires que vous le pensez, ils les Sur le feront. sauvetage en mer, Ils feront, Oui, je pense, ils oui. feront des dons. C'est pas à nous de payer pour que des associations attaquent l'État Non, et aillent faire de la propagande à je vous l'école. dis, ne passons D'ailleurs, pas par les associations. ne Que passons la pas politique par les publique associations. prenne. Il reste une minute. Il reste une minute et c'est terminé. Alors, ce fameux Arcom qui fait. Alors, vous savez que vous pouvez revenir demain légalement. À demain. Oui, parce qu'on repart à zéro. Parce qu'on repart à zéro demain. Ah oui. Eh oui, là aujourd'hui on est le 30 septembre. C'est pas bête. Eh oui. Et l'Arcom, je crois que c'est sur. C'est un trimestre. C'est sur un trimestre. Donc le temps de parole est terminé ce soir. Donc demain vous avez le droit de revenir. Alors demain, je suis chez vos confrères de Frontières qui font leur première matinale. Voilà. Frontières. Ils sont, Frontières ex-Livre Noir. ils sont excellents. Excellent. Ah bon. Et je fais leur première matinale demain matin. Je vous ai vu aussi sur une chaîne concurrente assez offensive avec un journaliste qui vous interrogeait. C'est pas mon genre. Non, non. Bon, c'était un plaisir. Est-ce que vous aimez Mylène Farmer? Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, eh bien, alors, notre ami Yohann Ouzaï est un Nous fan. sommes nombreux C'est vrai autour de cette table. Voilà, et il a dormi, bien il a aimé campé Mylène au Stade de France, Ah oui. vendredi, samedi. Il y a des passions cachées. Vendredi soir aussi. Alors là, je crois, je demande, est-ce que c'est ma vidéo, celle-là que j'ai donnée? Alors ça, c'est que mes images que j'ai tournées. Regardez, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, hein. Écoutez, Désenchanté. parce que j'étais dans le stade. Ah, on a vu la main d'une ma fiancée. C'était très calme à côté de vous, Pascal. Bah, Il y avait beaucoup plus d'ambiance. Il là où était en j'étais, loge. pardon. Il était en loge. Là où j'étais, il y avait beaucoup plus d'ambiance. Il était en loge. bon, en tout cas, c'était formidable. Vous avez adoré? J'ai bien aimé, oui, bien sûr. Et c'est la Il était avec les populaires, si vous voulez. Mais c'est Il y pas avait- ça du tout, c'est parce qu'il a envie de partager une communion. C'est pas la, Si, c'est c'est la vrai, fausse il était or. avec- ouais, c'est vrai. Croyez-moi, la fausse or, c'est bon. C'était la 40e fois parce que c'est ça qui m'intéresse. Écoutez, j'ai vu des gens qui vont parce que demain c'est son dernier concert. Elle ne chante plus jamais sur scène. Nevermore. C'est Non, terminé. on n'en sait rien. Non. Bah, c'est ce qu'elle dit. Oui, on n'en sait rien. Bon, j'ai vu des gens qui allaient aux 3 concerts vendredi, samedi et demain mardi, Ouais. mais qui font toute la tournée, Ouais. qui font tous les concerts et qui l'ont vu. Je sais pas, vous l'avez vu combien de fois? Dizaines de fois. C'est ça qui est fou. C'est pas beaucoup, 10 fois. Ah oui, mais c'est Pas mal. c'est quelque chose de rare ce que produit Mylène Farmer. Oui, oui, c'est vrai, auprès de ses fans. Oui, alors moi, je suis pas un grand fan non plus. Je n'irai jamais camper devant le Stade de France. Vous avez déposé une journée vendredi. Oui, non, mais Je naturellement. donne un mais- secret de mais- DRH. non, mais pour- Vous avez déposé une journée à CNews. Vous avez dit je ne travaille pas. Vous auriez pour- dit pareil, Pascal, seulement vous ne travaillez pas le vendredi soir. C'est pour ça. Sinon, vous auriez Oui. fait la même chose. Mais Moi, oui. j'ai fait pareil, mais pour Serge Lama, 10 fois. Ah oui. C'est pas mal. Et Vous grâce l'avez à vu vous, je l'ai rencontré. Vous l'avez vu 10 fois à la main. Oui. Et grâce à vous, j'ai pu le Et rencontrer. on a fait une émission sympa. Formidable. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Sarah Knafo. Je retiens de ce que nous avons dit, c'est que Éric Zemmour tentera, souhaitera, il y aura Il toujours. vous le dira, il vous le dira. J'ai pas fait d'annonce à sa Non, place. mais on a compris qu'il Moi, envisage. Ça va venir vite, hein, j'ai envie de. Mais 3 ans, il peut se passer tellement de choses. Ça peut même Vous avez, venir vous avant. avez vu ce qui s'est passé en 3 mois, là, ces 3 derniers mois? Qui aurait imaginé que la vie politique serait C'est ce vrai. qu'elle est aujourd'hui? Ça va tellement vite. Bon, en tout cas, on peut retenir ça, et puis il y aura évidemment les 500 signatures qu'il faudra avoir. 71 milliards aux agences gouvernementales et diverses autres agences, me dit Xavier Couture sur les économies possibles. Ah, on en a encore des dizaines. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à la mairie de Paris, il y Oui. a 55 000 personnels administratifs, ce qui est plus que dans toute la préfectorale réunie sur tout le territoire français, qui ne compte que 30 000 agents. Juste la mairie de Paris. Vous imaginez? Et l'APHP, qui est le premier employeur de l'Île-de-France, il y a 40% des gens qui n'ont pas vu un malade de leur vie. 30 000 personnels administratifs à la PHP. Voilà. Ils n'ont jamais vu un malade de On leur sait vie. qu'il n'y a pas des économies à Et faire partout. on est 10% de plus en pourcentage que l'Allemagne
sur le pourcentage Le taux de administratif bureaucratie. dans la santé. Donc les ARS, etc., vous pouvez tout 30 milliards supprimer d'euros, demain. les ARS. Mais vous pouvez tout supprimer demain. C'est pas une bagatelle, 30 milliards. Je suis d'accord avec vous. C'est 10 fois plus que ce que pourrait rapporter l'ISF, la flat tax, la suppression de la flat C'est le tax. mi- Je sais pas la fiscalité du capital. Ah non, pas toute fiscalité, c'est pas que le capital, c'est tout le Français. C'est fini. Il faut baisser l'impôt sur le revenu aussi. Eh oui, C'est fini. c'est fini. Fini. Voilà. Capri. Monsieur, mais à chaque fois vous entrez, vous entrez côté. C'est vous qui mettez des petites punaises. Vous entrez côté jardin, Julien Pasquet. Et... TKO, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Ça va? et vous? Très bien. Ça vous a plu? Le concert? Le concert, c'était très bien, c'était très émouvant. Très C'est bien. une communion, le spectacle est sublime et la voix de Mylène Farmer Intact? est intacte et l'émotion avec. Je regrette de ne pas y être allé. Je vous fais le petit tease? Je vous en prie. S'il vous plaît. Rendez-vous dans un instant, sans transition, donc comme on dit, dans 100% politique. On va parler longuement tout à l'heure, vous savez, de ce procès qui s'est ouvert contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen sur ses soupçons de détournement de fonds. Peut-il empêcher Madame Le Pen dans ses ambitions pour 2027? Restez avec nous à 22h30, c'est Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, qui sera avec nous. On parlera de cette question de l'immigration, qui n'est pas un cadeau pour la France. C'est la Macronie qui s'étrangle depuis hier soir après les propos du ministre de l'Intérieur. Et puis on parlera notamment également de Philippine, cette jeune femme qui continue de toucher en plein cœur les Français et les différentes réactions qui vont avec. Benjamin No était avec nous. Je vais dire qui réalisait ce soir, peut-être, Benjamin? Virginie Taïeb-Leblond était avec nous. Et il y avait également au son, peut-être, on peut citer nos amis du son qui étaient avec nous. Anatole était au son, me dit Benjamin. Et Camille était avec nous aussi. Et Mathéo à la visio. Voilà, merci. Passez une excellente soirée. Julien Pasquet, merci Sarah Knafo. Et nous donnons rendez-vous demain matin.